Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce webinaire consacré aux appuis spécifiques. Donc, on a le plaisir d'accueillir plusieurs personnes qui vont intervenir au fil de l'eau. Mais je laisse tout d'abord la parole à Karen Guillemet, qui est depuis presque un mois maintenant notre nouvelle directrice territoriale handicap pour le FI-PHFP en Normandie. Merci Daniel. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler des appuis spécifiques. Donc ces prestations financées par le FIP dans le cadre de la convention de coopération qui a été signée avec la GFIP. Alors l'objectif de ces appuis spécifiques, c'est de sécuriser le parcours d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en mobilisant un prestataire spécialisé qui va apporter son expertise sur les conséquences du handicap au regard de son projet professionnel. En tout cas, ce service, alors pour vous présenter ce service, on va dérouler dans le programme en premier lieu comment préparer sa demande d'appui spécifique. Ensuite, le contenu des prestations d'appui spécifique. Enfin, comment déposer sa demande. Et on finira par des témoignages éclairants par des personnes qui ont pu le mettre en œuvre. Donc, préparer sa demande d'appui spécifique. Alors, Je me permets, Karen, oui, juste pour donc les témoignages ah oui, se pardon. font au fil de l'eau et donc on a le plaisir d'accueillir trois personnes, mais pour quatre appuis spécifiques distincts. Madame Mélanie Pommier pour l'appui spécifique auditif, Sophie Tondelier. Donc, Madame Pommier, vous êtes bien présente. Oui, je l'ai vue tout à l'heure, donc elle est bien présente. Sophie. Bonjour à tous. Pour le appui spécifique moteur maladie chronique invalidante et également l'appui spécifique psychique, ainsi que Madame Stéphanie Peigne pour l'appui spécifique psychique et les troubles du neurodéveloppement. Bonjour. C'est bien cela. Tout à Merci Donc fait. Je beaucoup. pourrais l'idée, ajouter, Daniel, excuse-moi, que notre structure, nous intervenons également sur les troubles du neurodéveloppement pour le département 27, partenariat avec un autre opérateur. d'accord. Très bien. Un petit rappel, mais c'est la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Cinq appuis spécifiques distincts, auditifs, moteur, maladie chronique invalidante, visuel, handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement. Donc, Karen, je crois qu'avant la demande, parce que on le précise, mais c'est important quand même, ces prestations ont un coût certain et donc il faut Préparer. justifier. Exactement. Donc, Donc, avant de solliciter un prestataire spécifique, vous avez un certain nombre de démarches à entreprendre de votre côté. Déjà, dans un premier temps, réaliser votre analyse de la situation et des besoins qui en découlent, évidemment. Vous devez vous aussi regarder les solutions de droit commun qui peuvent répondre en tout ou partie à la demande avant de faire un appui spécifique. Évidemment, identifier la typologie du handicap donc pour bien orienter la demande, puisqu'encore une fois, vous faites appel à un spécialiste, un expert du domaine de handicap. Évidemment, ça ne peut pas être fait sans l'adhésion de la personne concernée. Euh, Effectivement, c'est une démarche qui implique que les rôles de chacun soient bien définis entre le référent handicap et le prestataire qui sera choisi. En tout cas, pour mener à bien cette démarche, il faut que tout le monde ait bien toutes les informations et ce que ça implique et d'obtenir leur adhésion. Donc, en tout cas, bien évidemment, le dernier point, vérifier l'accès au lieu de travail ou au lieu de formation pour que le prestataire puisse intervenir, parce que évidemment, ça sera un prestataire externe.
Voilà. Ensuite, on va vous parler du contenu des prestations d'appui spécifiques. Je laisse présenter Daniel. Donc là, ce sont les appuis spécifiques, ce sont des éléments objectifs et contextualisés sur les capacités potentielles et restrictions d'une personne handicapée. Donc, ça vous apportera des conseils, voire un appui de la part du prestataire sur une problématique identifiée et mobilisable dans le cours d'un parcours professionnel. Donc là, bien sûr, on est prioritairement sur des personnes avec qui sont en emploi, mais je crois, hein, Sophie, qu'elles sont mobilisables, ces prestations, pour des demandeurs d'emploi également. Tout à fait. Ces prestations sont mobilisables pour des personnes qui sont salariées dans le secteur privé, agents de la fonction publique, et également des personnes qui sont, qui sont accompagnées par les acteurs du service public de l'emploi, donc mission locale, France Travail et les Cap emploi également. D'accord. Donc oui, j'ai oublié de le préciser. Bien sûr, les questions via le chat, on va y répondre au fil de l'eau. Donc, Monsieur Charvet, pour solliciter le prestataire, Cap Emploi, référent handicap interne, peut-il prendre le contact? Alors, on va vous le présenter. Les employeurs publics qui ont des conventions avec le FIP peuvent directement solliciter, comme c'est le croix, donc je crois pour votre structure. Mais soit vous passez par Cap Emploi, mais on va reprendre tous ces éléments-là au fil de l'eau. Dernière petite précision importante, ces prestations sont gratuites car elles sont déjà financées AGFIP-FIP dans le cadre de la convention nationale. Donc comme Ok, je dis, oui, Karen. non, donc comme le disait Daniel, il n'y a pas d'avance de frais, donc c'est quand même quelque chose d'important à savoir sur les appuis spécifiques. Donc les appuis spécifiques sont catégorisés en 5 typologies que Daniel vous a présenté précédemment. Et en tout cas, quelle que soit la typologie de handicap, un process de mobilisation identique. Après, les appuis spécifiques ne sont pas, si tu peux passer à la slide Hmm. suivante, je vais pas revenir sur les différents types de handicap. En fait, les appuis spécifiques ne sont pas un palliatif face à la pénurie des soins spécialisés, hein. C'est quelque chose d'important à avoir en tête. Que la délégation d'accompagnement de la personne rentre dans le cadre d'un projet professionnel. Ensuite, que ce n'est pas non plus une sensibilisation générale au handicap, mais bien une action menée dans le cadre d'une difficulté identifiée par un expert. Ce n'est pas non plus la gestion des conflits entre les RH et la personne en situation de handicap ou une thérapie individuelle. Donc en tout cas, ce n'est pas non plus une évaluation capacitaire d'employabilité, ni une évaluation d'orientation. Voilà, ça part du projet professionnel, du constat d'un besoin à la compensation et de la nécessité de faire appel à un expert pour identifier les modalités de compensation à préconiser. Donc les bénéficiaires éligibles, bien sûr, les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi en situation de handicap et également les agents, enfin les agents du secteur public sont également éligibles à ces prestations. Voilà. Comme bah, je le disais tout à l'heure, les demandeurs d'emploi ou les agents contractuels de la fonction publique sont éligibles. Bon, les autres catégories, vous êtes moins concernés pour vos demandes individuelles. Donc les employeurs, Karen, les employeurs éligibles. Voilà. Après les bénéficiaires, qui sont les employeurs éligibles? Alors donc les employeurs éligibles sont ceux qui relèvent du secteur privé ou soumis aux règles de droit privé, à l'exception des entreprises ayant signé un accord handicap agréé par l'État, voilà, et qui n'ont pas atteint le taux de 6% d'emploi de personnes en situation de handicap.
et bien évidemment faire partie d'un des versants de la fonction publique et qui sont éligibles aux aides du FIP habituellement. Donc ça, c'est pour les employeurs. Parlons maintenant des prescripteurs habilités. Donc, ce sont les Cap emploi, les services de France Travail, les missions locales, les employeurs privés, les employeurs publics ayant conventionné avec le FIP ou les centres de gestion ayant conventionné avec le FIP. Donc ça, c'est les prescripteurs qui sont habilités. Il y a deux autres catégories, mais qui nous concernent moins, mais enfin, c'est important de le préciser. C'est le dispositif de l'emploi accompagné et le dispositif Comet France. Le dispositif Comet France, ce sont des centres de rééducation fonctionnelle. Et donc, il y en a à Granville notamment, donc qui peuvent éventuellement prescrire les appuis spécifiques. Donc, le contenu de ces appuis spécifiques, quels sont-ils? Donc, il y a cinq modules distincts, c'est bien ça. Donc, là, je ne suis pas un professionnel des appuis spécifiques, donc nous, on a le plaisir d'accueillir trois, trois, trois prestataires, enfin trois intervenants, donc qui vont pouvoir compléter les informations. Donc, il y a l'étape, on y reviendra tout à l'heure, de l'instruction de la demande et de la qualification de la demande. Mais en tout, il existe, 5 modules dédiés. Donc le module 1 a trait à l'analyse de la situation. Le module 2, l'analyse des capacités. Le module 3, l'évaluation approfondie avec préconisation. Le module 4, conseil et appui à la mise en œuvre vers l'emploi dans l'emploi et en situation de formation. Enfin, le dernier module, le module 5, lui, a trait au suivi de préconisations dès lors qu'il y a eu une intervention dans le champ de l'emploi. Donc, passons au premier module qui a trait à l'analyse de situation. Donc, ce module d'une durée de 20 heures a pour objectif d'apporter un premier éclairage global sur les conséquences du handicap et ses répercussions, de permettre au prescripteur et à la personne concernée de prendre en compte ces éléments dans le cadre de la construction de son projet professionnel ou du projet professionnel. Donc cette période, elle doit en général durer maximum 1 mois à compter de la validation de la qualification de la demande. C'est le seul module qui peut être mobilisé sans l'existence préalable d'un projet professionnel. En tout cas, c'est un module voilà, essentiel pour après déterminer les actions qui seront à mener. Et cela relève des missions du prescripteur et le prestataire doit lui transmettre des recommandations lui permettant de pouvoir l'accompagner et ainsi que la personne en situation de handicap. Donc ça, je sais pas, c'était le premier hmm, module. je sais pas, Sophie, Stéphanie, Mélanie, si vous souhaitez, parce que c'est vous qui êtes quand même directement dans le cœur nucléaire, par rapport à ce menu, on met le pied dans la porte. Ouais, c'est un module dans l'ensemble très rapide et c'est vraiment pour apporter un premier éclairage, autant pour l'employeur que pour la personne, sur une situation qui peut être problématique. Et justement, ça donne des pistes pour commencer les aménagements. Et donc, c'est souvent par rapport à une mission précise en emploi, c'est quand même assez ciblé. D'accord. Mm. On est ici sur un module où, comme vous le disiez, Madame Guibent, la personne, on n'est pas sur quelque chose qui est en lien avec le projet professionnel, hein. Et effectivement, on est là pour faire un point global des besoins de la personne sur les besoins de compensation de la personne relativement à ses facteurs personnels, hein, donc ses facteurs de santé. Et on ne va pas aller investiguer la partie environnement de travail en tant que tel, stricto sensu,
alors qu'on pourra le faire dans d'autres modules, comme dans l'évaluation approfondie, où justement, l'objectif de ce troisième module, enfin de ce module d'évaluation approfondie, c'est de confronter les facteurs personnels et les besoins de la personne avec les facteurs de l'environnement et des situations spécifiques et environnementales qui peuvent impacter et qui peuvent retentir sur la situation de handicap de la personne. Ce qu'il faut, effectivement, c'est comme Stéphanie Peigne le disait, l'analyse de la situation, ça peut être un premier éclairage face à une situation problématique où l'employeur sent qu'il y a un retentissement du handicap sur la situation de travail en général et qu'il faut peut-être aider la personne à amorcer une réflexion sur le sujet et peut-être outiller aussi l'employeur pour avoir un premier scope sur le retentissement fonctionnel du handicap en emploi, mais de manière générale. Très bien. Donc on a une question, donc le financement inclut-il aussi l'achat du matériel ou seulement la prestation de conseil? Donc là, on n'est On pas est sur sur l'achat. oui, oui, alors effectivement, c'est bien deux schémas différents. Euh, la prestation, si elle peut considérer euh, d'apporter des solutions en termes de moyens compensatoires. Euh, on pourra faire des préconisations. Euh, Ensuite, il y a des lignes à tirer au travers du catalogue du FIPHFP sur tout ce qui va être aménagement des situations de travail qui seront déconnectées de l'intervention du prestataire. Par contre, nous, on pourra faire dans la partie justement évaluation approfondie, conseil et mise en œuvre. Là, on rentre dans le dur, on va dire, au niveau opérationnel, de pouvoir proposer des solutions, des fournisseurs, des potentiels devis. Enfin voilà, c'est tout ça aussi que permet la prestation, mais je pense qu'on va pouvoir en reparler après. Très bien. Merci. Moi, j'avais une petite question. J'imagine qu'entre les cinq typologies de handicap, l'analyse de la situation, elle sera différente si c'est un handicap auditif ou un handicap psychique. Les modules, c'est un cadrage pour les prestations, mais enfin, j'imagine que ça va être différent entre le handicap visuel, le handicap moteur. Il y a pas de gémellité entre les différents handicaps. Enfin, c'est une question par rapport à ces cinq types de handicap. Alors, moi, je peux répondre peut-être là-dessus, puisque effectivement, par exemple, nous, on porte plusieurs sujets. Ça n'a effectivement rien à voir, puisque notre objectif, c'est bien d'analyser le retentissement spécifique de la typologie de handicap relativement à l'environnement emploi. Donc, forcément, les éléments d'investigation, les questionnements, la recherche d'impact ou l'outillage ne va pas être le même selon les typologies de handicap, on est bien d'accord. C'est pas du tout, d'ailleurs, non plus les mêmes professionnels qui peuvent évoluer de prestations à d'autres. Alors, certaines, oui, parce que, par exemple, Stéphanie, j'imagine, voilà, on a des psychologues qui peuvent intervenir parfois sur des passes psy et TND, enfin, voilà, mais. Ils ne vont pas utiliser les mêmes méthodes, tout à fait. C'est vraiment Mhm. ça qui est important, c'est les méthodes d'investigation et ce qu'on cherche à identifier. Et en fonction des troubles, on va utiliser des outils, des outillages différents, quel que soit l'appui spécifique. Merci. Donc, le module 2, Karen, soit moi, soit toi. Oh, je te laisse la main sur le module 2. Je parlerai des deux Donc, prochains. l'analyse des capacités, donc c'est un éclairage sur l'adéquation entre les capacités de la personne et les gestes ou tâches professionnelles. Donc là, on est un peu plus enfin, on se rapproche plus de l'employabilité. Donc c'est 8 heures maximum, période max 3 semaines à compter de la validation de la qualification de la demande, non renouvelable, et les conclusions du prestataire visent à apporter un éclairage éventuellement à affiner au moment de la prise de poste ou l'entrée en formation. Donc, très important, Sophie et Mélanie et Stéphanie, c'est pas une visite médicale d'embauche. Donc, Non, on est d'accord. il y a pas de,
notion d'aptitude. Enfin, c'est important de le rappeler quand même parce que on est confronté, notamment, enfin, moi j'étais avec des IFSI sur la compatibilité de certains handicaps avec certaines formations, donc c'est pas votre rôle de dire si oui ou non la personne est apte ou inapte. Absolument pas. On ne se substitue pas aux médecins de prévention de la fonction publique. Voilà. Là encore, hein, je dirais, la logique, c'est la logique de l'analyse du besoin de compensation relativement à une activité professionnelle. Donc, c'est bien sur le sujet, sur ce sujet-là qu'on va intervenir et pas sur la question du diagnostic médical. Et d'ailleurs, enfin, voilà, ces éléments relèvent du secret professionnel, du secret médical et sont absolument pas partagés de toutes les manières. Hein, donc, effectivement, après là, par contre, ce qui est important sur ce module, bon, c'est un module très court. Et on est vraiment là sur un focus très précis sur le retentissement justement du handicap sur l'exercice projeté d'un métier ou sur l'exercice réel d'une activité. Enfin voilà, et de pouvoir repérer quels sont les facteurs potentiellement de risque, les facteurs ressources, les activités qui peuvent porter contrainte en lien avec le handicap et puis peut-être les réflexions à commencer à apporter sur les stratégies de compensation. Mais sans rentrer là dans des détails, vous pensez bien avec 8 heures, hein, on est sur quelque chose de très focus. Hein. Très bien. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux. C'est tout à fait ça. Je vais juste résumer ce que tu dis. C'est vraiment un éclairage des capacités, autant physiques, psychiques, les limites de la personne, aussi également ses atouts, parce que c'est important aussi de mettre en relief ce qui va bien. Donc, et après, effectivement, ce sera d'envisager tous les modes de compensation qui peuvent être mis en place. Mais sur 8 heures, effectivement, c'est vraiment l'éclairage, là. Ok. Donc vous le voyez, il y a quand même une graduation en fait dans les modules, dans l'approfondissement des appuis. Donc si on poursuit avec le module 3, on est sur l'évaluation approfondie avec préconisation. Donc là, on apporte une expertise et on identifie les solutions de compensation à mettre en œuvre. Le module 4, lui, a trait au conseil et appui à la mise en œuvre. Donc, en complément de l'action du prescripteur, on apporte un appui à la mise en œuvre des solutions de compensation qui auront été identifiées. Et donc là, peut-être, mesdames, vous avez des témoignages à apporter sur ces deux modules et sur la finalité de chacun. Oui, moi je peux citer un exemple dernièrement, justement aux archives, dans le cadre d'un appui spécifique TND, où là l'objectif, donc c'est vrai que le temps, la durée est très importante aussi pour les mises en situation, pour la compréhension des difficultés que peut rencontrer le salarié. Et donc là, ça a été un aménagement du poste aussi bien technique, avec des indicateurs, des tableaux de planification en déroulant toutes les missions, mais aussi des sensibilisations auprès de l'équipe pour expliquer un petit peu pourquoi la personne pouvait réagir comme ça, pourquoi elle avait besoin d'une pause plus régulière, et avec toujours des va-et-vient, justement, pour permettre à chaque fois d'ajuster les situations en poste de travail. Je ne sais pas si Et tu as un autre exemple, Sophie. Oui, 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 bien sûr. Alors, sur la question de l'évaluation approfondie, là, notre objectif, c'est de pouvoir faire à la fois une évaluation des besoins de la personne, du retentissement du handicap, quel que soit d'ailleurs le type de handicap, et de pouvoir les mettre en perspective et en lien avec l'environnement professionnel. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe, etc. Donc, ça suppose qu'on aille explorer aussi l'environnement de travail. Donc, on se déplace, enfin, je veux dire, de manière très opérationnelle aussi, hein, qu'on prenne des contacts, qu'on puisse faire de l'observation in situ, qu'on puisse partager
les différentes activités au-delà du travail prescrit, hein, dans une approche un peu ergonomique. Et ça, je dirais, c'est pas seulement quand on est sur le champ du handicap moteur, c'est vrai aussi pour le handicap psychique et le handicap, voilà, les autres typologies de handicap. C'est savoir effectivement quelles sont les activités que réalise la personne dans son quotidien de travail et celles qui peuvent générer enfin, qui peuvent, sur lesquelles il peut y avoir parfois bah voilà, de la difficulté ou des besoins de compensation qui peuvent être liés à la situation de handicap. Donc, il y a ce temps-là qui est important. On peut aussi, quand on travaille sur des évaluations, on peut bien sûr compléter par un travail qui est fait avec la personne en entretien aussi individuel. Parfois, les personnes qu'on rencontre sont aussi en en arrêt de travail, enfin voilà, en arrêt de travail. Donc, on peut malgré tout les recevoir dans ce contexte-là. Et puis là, vous voyez, récemment, une personne qu'on avait vue qui était en arrêt de travail et on avait commencé à engager la presta avant sa reprise. Ça nous avait permis d'avoir un rendez-vous et puis commencer une évaluation. Puis ensuite, quand elle a pu reprendre, on est allé faire des observations sur site, hein, pour identifier effectivement si la nouvelle activité de travail était, était adaptée et comment elle pouvait en tout cas être adaptée, hein, au vu des besoins de compensation. Du coup, ça permet donc cette observation-là in situ et des échanges avec les environnements de travail, donc les managers de proximité, ou parfois on est amené avec la fonction publique à travailler aussi avec les agents, les conseillers en ergonomie, les chargés de mission handicap, des agents de prévention aussi, donc ils sont des interlocuteurs intéressants à mobiliser de manière concrète là sur le sujet. Quand on parle justement de voilà, enfin, je veux dire, c'est des interlocuteurs qui sont aussi pour nous ressources, comme peuvent l'être les managers, le médecin du travail, parce que on travaille pas tout seul, hein, on est dans un écosystème en tant que prestataire passe. Donc voilà, on dépose pas vous pouvez pas, en tant qu'employeur public, voilà, déposer une demande en partant du principe qu'on travaillera tout seul, hein. C'est forcément enfin voilà, il y a forcément une alliance de travail à forcer avec les différents interlocuteurs. Et donc, du coup, on est allé voir voilà, sur le site et puis ensuite, on fait, nous, nos recherches de solutions, hein. Une fois qu'on a recueilli toute l'information utile et nécessaire, on va rechercher toutes les solutions, comme le disait Stéphanie, techniques, euh, qui peuvent venir compenser tel ou tel besoin cognitif, moteur, psychique. On va faire des propositions d'aménagement, on partage avec la personne et l'employeur. Et puis ensuite, voilà, il y a la notion de, aussi voilà, de pouvoir valider tout ça ensemble, hein, et notamment peut-être voilà, avec le Cap emploi, si le Cap emploi il est dans la boucle aussi, hein, par exemple. Et ensuite, on peut venir, comme disait Stéphanie, en appui et conseil à la mise en œuvre. C'est-à-dire que parfois, l'employeur, il peut gérer tout seul, il n'y a pas besoin d'aller sur ce module. Et parfois, c'est utile parce que, comme tu le disais, Stéphanie, voilà, tu dois sensibiliser l'employeur ou l'environnement de travail au sujet, hein, expliquer pourquoi tu mets en place telle adaptation, pourquoi telle personne, tu vas faire un aménagement ergonomique du poste, la personne elle va avoir tel type de fauteuil, tel type d'écran, tel type d'accessoires de travail, alors que les autres personnes n'en ont pas. On peut, du coup, le collectif peut se positionner sur le désavantage, du coup, ou sur l'avantage du collègue, hein. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir porter des choses en termes de communication, et la prestation est là pour ça. Vraiment, ouais, les clés de la compréhension, c'est exactement ça. C'est bah, pourquoi on va permettre à telle personne d'avoir tous ces aménagements, pas à d'autres, etc. Donc, c'est aussi sensibiliser, expliquer pourquoi telle personne a besoin, par exemple, de travailler 40 minutes, faire une pause de 10 minutes. C'est donner aussi les clés pour rentrer en contact. Là, je pense plus aux personnes TSA, où effectivement, le relationnel peut être compliqué. Donc, c'est vraiment donner les clés aussi. On intervient aussi sur l'environnement et avec les collègues aussi, les tuteurs, les collègues pour bien expliquer.
TSA, donc, parce qu'on est dans notre Ah trouble du oui, spectre du spectre autistique. autistique, tout à fait. Je crois qu'on avait deux questions, Karen, par rapport à trois maintenant. Donc, les agents stagiaires sont-ils éligibles au dispositif? Alors, les agents stagiaires, Oui, reprenons quand tu n'es notre... pas encore titulaire, en fait, c'est ça. Mais ils sont Oui, mais fonctionnaires, mais en période de en période de probatoire de stagiairisation, c'est ça? s'il y a un lien contractuel, enfin, Oui, s'il y a enfin, c'est pas un contrat, mais bien sûr, comme les apprentis également sont éligibles. Oui. sont éligibles, Oui, je oui, oui, pense. et d'autant plus que, effectivement, l'apprentissage, alors la particularité aussi d'apprentissage, si je puis me permettre en termes de complémentarité, les passes, on peut aussi intervenir auprès des organismes de formation, parce que s'il y a besoin de mettre en place de la compensation avec l'organisme de formation, euh, et pas seulement en environnement de travail, hein, parce que finalement, l'apprenti, il est dans un univers emploi d'un côté, formation de l'autre, et il y a des stratégies peut-être compensatoires à mettre en place dans les deux environnements. Les prestations PASS sont mobilisables aussi à ce titre-là avec l'OF, hein, avec l'organisme de formation. Très bien. De toute façon, on le voit là sur les modules 3 et 4, on est, contrairement aux deux premiers modules, on est sur une période de temps beaucoup plus longue, hein, 18 mois maximum, mais en tout cas, c'est un travail de plus longue haleine, hein, durée maximum de 200 heures, mais c'est vraiment quelque chose de plus construit dans le temps. En tout cas, pour ces deux modules, ce qui est commun à chacun, c'est que le prestataire doit apporter des préconisations individualisées, évidemment adaptées à l'environnement de la personne en situation de handicap, afin pour viser à son autonomie en compensant son handicap et permettre aussi la montée en compétence du prescripteur et des parties prenantes comme en témoignait Madame Tondelier ou Madame Peigne, vraiment des personnes aussi dans l'environnement de travail. Donc, en tout cas, il n'appartient pas au prestataire de se positionner sur l'orientation ou l'aptitude de la personne. Donc le prestataire, il doit intervenir sur site, d'où la nécessité de prévoir son accueil, questionner les ressources dont dispose l'employeur ou l'organisme de formation et d'explorer avec la partie prenante les possibilités en termes d'adaptation du poste de travail, être force de proposition en matière d'outils, de solutions de compensation, que ce soit d'ordre organisationnel ou d'ordre logiciel quand il s'agit de technologies spécifiques, et de privilégier la prise en charge individuelle des situations. Donc on est sur un axe de préconisation et, euh, et de formation des personnes, des parties prenantes dans le cadre de l'environnement de travail. Oui, Est-ce comme je qu'on a disais, une... voilà, on ne travaille pas tout seul, hein, on est dans un écosystème et c'est vraiment très, très important de l'avoir en tête. Moi, j'avais Et une de toute question façon, par c'est rapport à... posé dès le départ avec la qualification de la demande de toute façon, donc, mais on va y revenir après. J'avais une question justement par rapport à l'environnement. Est-ce qu'il y a des liens un peu privilégiés avec le corps médical? Je pense notamment aux appuis spécifiques psychiques. Est-ce que vous avez des relations un peu privilégiées avec le médecin, le psychiatre de l'agent pour avoir, alors, sous couvert du secret médical, secret partagé, etc., mais peut-être un lien un peu plus souple, je dirais, ou plus facile. Alors, oui, aujourd'hui, c'est vrai que les AF, ils ont beaucoup évolué. Nous, notre équipe, elle est déjà supervisée par un médecin psychiatre. Donc ça, c'est pour nous permettant d'avoir, si nous, on a des questions par rapport à des pathologies, par rapport à des situations, ça nous permet déjà d'avoir des réponses enfin, globales, hein. Et puis souvent, c'est vrai que les personnes, les bénéficiaires qu'on peut avoir, les salariés, nous donnent l'ensemble des éléments, parce qu'ils comprennent bien que le but, c'est vraiment de comprendre mieux la pathologie. Donc, toujours avec leur accord, ça nous arrive effectivement d'entrer en contact avec leur psychiatre ou infirmier, enfin avec l'ensemble des corps médicaux qui peuvent les accompagner.
On travaille aussi avec les autres partenaires, c'est ce que disait Sophie, SAMSA, SAVS. Enfin, on va mobiliser aussi les intervenants extérieurs pour permettre, par exemple, le lever le matin à 9 heures comme il faut bien pour aller en emploi. Ça, c'est des exemples concrets, mais dans l'ensemble, on va travailler vraiment avec une équipe pluridisciplinaire. Oui, oui, c'est important d'avoir d'être intégratif aussi de l'environnement parfois personnel et médical de la personne, hein. Je veux dire, il y a l'aspect professionnel qui est exploré, mais quand on parle d'exploration des facteurs personnels, c'est aussi prendre en compte son environnement personnel, notamment bien sûr tout ce qui peut être, enfin je veux dire, il y a l'approche psychique, mais pas seulement. Enfin je veux dire, quand on est sur des maladies chroniques invalidantes, etc., etc. Enfin, avec de la chronicité, avec des impacts peut-être à géométrie variable aussi sur la notion de retentissement qui peut concerner plusieurs sphères, hein, de ressources de la personne. C'est vraiment très important pour nous d'être en contact aussi et de pouvoir avoir une vision assez précise de comment la personne aussi, elle intègre son traitement, son suivi médical, de quelle nature il est. Est-ce qu'il est suffisamment fiabilisé aussi, hein, pour permettre euh, la mobilisation sur l'emploi, où est-ce que, voilà, quelle est la temporalité de tout ça, hein, parce que, bon, si vous voulez, magiquement, si on a des besoins de compensation dans son univers personnel, il est certainement probable qu'on ait besoin de compensation dans son environnement professionnel. Généralement, les personnes, des fois, parfois, les personnes peuvent avoir des difficultés à se projeter dans cette réalité-là. Pour autant, voilà, c'est aussi un travail des prestations d'appui spécifiques de pouvoir assurer cette cohérence et cette continuité entre ce qu'on est capable de mettre en place pour soi dans son environnement personnel et qui est souvent très efficace et qui permet de la bonne compensation, et de se dire que peut-être dans son environnement professionnel, on peut aussi se poser des bonnes questions. Parce que si on croise les doigts en disant, bon, ça va passer, on ne prend pas ça en compte, on risque effectivement peut-être d'aller un peu dans le mur, quoi. Deux petites questions. Délai de mise en œuvre. Alors, on a dans le cadre des cahiers des charges, ce qui est posé, c'est que il y a un temps déjà, une fois que la personne, le prescripteur a déposé sa demande dans Digital, hein, donc j'imagine qu'on en parlera après, enfin en tout cas qu'il a proposé, c'est une prescription. Il y a un temps de validation de la demande en termes administratifs, hein, donc déjà qui est incompressible. Donc, et sachant que tant qu'on n'a pas toutes les pièces en bonne et due forme, on ne démarrera pas de toute façon une prestation. Donc le premier délai, il peut partir aussi du principe que on a bien renseigné sa demande et on l'a bien qualifiée, parce que ça va permettre aux prestataires de se mettre en ordre de marche et de sécuriser que la personne, elle est bien éligible à la prestation de manière générale. Ensuite, une fois qu'on a vérifié sur le plan du droit, hein, de l'accès à de l'instruction, que la prestation peut être mobilisée, on met en place un temps qu'on appelle un temps de qualification de la demande, qui permet de vérifier auprès de la personne concernée et du prescripteur, donc là en l'occurrence l'employeur public, qu'on est bien dans le cadre d'une demande de prestation d'appui spécifique, qu'on est bien dans la disponibilité de chacun des acteurs, et qui permet aussi aux prescripteurs, aux prestataires, pardon, que nous sommes, de visualiser le module dans lequel on va intervenir. Comme vous l'avez vu, c'est quand même pas forcément évident de travailler sur où est-ce que je mets le curseur sur le module. Donc, ce qui est plus important pour l'employeur, c'est qu'il explique quel est son besoin, quelle est la situation, quelle est la temporalité. Et puis nous, au travers de la qualification de la demande et des échanges qu'on va avoir avec vous, on va vous faire des propositions d'intervention en nivelant, qu'on va être sur plutôt le module 1, 2 ou 3. Enfin voilà, ça nous permettra de faire la bonne préconisation de module déjà. Mais Donc ça, ce temps-là, on y reviendra tout à l'heure, hein, oui, sur mais la il est qualification. à prendre en compte dans le délai de mise en œuvre, hein. Je réponds à ça par rapport D'accord. au délai de mise en œuvre. C'est que si on n'arrive pas à vous joindre sur du temps de qualification de la demande,
bah, ça sera compliqué de pouvoir mettre en œuvre puisqu'on n'aura pas les éléments. Voilà, donc je veux dire, l'alliance de travail, elle doit être portée dès le départ. Je me permets d'insister un peu parce qu'en fait, ça fait vraiment partie du process de prise en charge, cette qualification de la demande, et elle a complètement du sens pour que le prestataire il puisse engager en connaissance de cause avec l'ensemble des acteurs son intervention. Et l'ensemble des acteurs s'engage aussi en connaissance de cause sur la prestation, y compris sur le sujet des délais d'ailleurs. Parce qu'en fait, les délais de mise en œuvre, ils sont aussi fonction des réalités de terrain. Est-ce qu'il y a urgence ou pas? Est-ce que les éléments, enfin, vous voyez, donc il y a plein de choses qui vont rentrer aussi en ligne de compte. Et question poil à gratter, l'employeur peut-il refuser d'aménager un poste de travail? C'est une question. Ouais, c'est C'est une question de l'aménagement. droit, c'est une question du droit du travail. Et ça renvoie à la question d'aménagement raisonnable. Oui, oui, oui. Bah, sur ce sujet-là, il y a le défenseur des droits, enfin, c'est plus le défenseur des droits qui a réalisé un guide bon, qui fait plus de 100 pages. Bon, après, si je dis ce qu'on peut dire, c'est que le FIP Karen peut intervenir sur les aménagements de postes de travail jusqu'à hauteur de 10 000 euros. Donc, Mm. ça, c'est une première réponse. Alors, est-ce que un aménagement raisonnable, c'est très difficile à qualifier. Puis ça dépend de la typologie du handicap aussi, hein, donc, Et pour terminer, C'est pour ça que, enfin, j'insiste bien sur le sujet. Enfin, notre intervention, elle n'intervient pas de manière injonctive vis-à-vis d'un employeur ou vis-à-vis d'une personne en situation de handicap. On aura travaillé de manière régulière ensemble à l'exploration des besoins et l'émergence de solutions qui sont des solutions entendables et négociées et adaptées à la réalité de ce qui se passe dans l'environnement de travail, y compris sur le plan économique, par exemple. très bien, merci beaucoup. Et puis donc le dernier module, le module 5. Donc là, c'est suivi des préconisations. Donc c'est une fois qu'on a identifié, enfin réalisé. Est-ce qu'on peut faire un module et pas l'autre ou faut faire les 5? Non, c'est vraiment en fonction, même la durée, la temporalité, elle est vraiment individualisée. Donc là, c'est vraiment variable en fonction des situations. Il n'y a que le module 5 où là, il est vraiment indispensable pour le suivi, justement, pour voir si les modes de compensation mis en place en entreprise fonctionnent. Très bien, bah, le suivi des préconisations, comme son Oui. nom l'indique, on suit les préconisations qui sont proposées par le prestataire appui spécifique. Oui, et puis on peut les réguler aussi. Mm. L'idée, c'est du suivi et c'est potentiellement de la régulation. Et effectivement, ça suppose qu'il y ait bien eu de la mise en œuvre de quelque chose, hein, des préconisations. Enfin, voilà. L'idée, c'est de pouvoir apporter un regard dans les 3 à 6 mois qui suivent l'intervention sur l'évaluation approfondie, hein, où le conseil où le conseil est appuyé à la mise en œuvre et qu'on puisse apporter un temps de régulation avec toutes les parties intéressées sur le sujet, sur les sujets préalables. Ça se fait en distanciel, hein, ça, par contre, ce suivi des précaux, là, pour le coup. Hein, on est sur un format réunion qui peut être sur un format. Enfin, on peut, voilà. Donc, de manière privilégiée, les attentes, c'est que ça soit en distanciel. Comme la qualification de la demande, d'ailleurs, se fait, que j'évoquais tout à l'heure, mais on va y revenir, j'imagine, Daniel. Oui. Donc une autre question, est-ce qu'une appui spécifique est nécessaire pour exemple de troubles auditifs et aménagement de poste de travail pour un agent au standard, besoin du casque compatible avec appareillage auditif? Enfin, effectivement, c'est... Donc je crois que Madame Pommier, vous êtes présente pour l'appui spécifique auditif. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est possible via une demande d'AS aussi. On peut intervenir sur cet aménagement de poste avec une étude au préalable
de la surdité et du matériel adapté. Très bien. Donc, le suivi des préconisations, on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est à réaliser sur la plateforme de la GFIP, hein, sur les demandes de prestations à appui spécifiques. Donc, après avoir présenté les différents modules qui existent, on va voir ensemble comment déposer une demande d'appui spécifique. Peut-être, Karen, peut-être par Oui, rapport à ces contenus, ces 5 modules, est-ce que c'est clair? Parce que, enfin, je me répète, mais c'est vrai que ce sont des prestations qui sont vraiment à la carte individualisée, qui ont un certain coût. Donc, bon, on ne peut pas faire des appuis spécifiques il y a des budgets, hein, qui sont alloués pour ces prestations-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Donc, bien identifier ces cinq modules distincts, différents. Et puis, bon, pour la qualification de la demande, c'est là où on va voir peut-être plus là, précisément comment qualifier la demande. Je ne sais pas si vous avez des... Donc vous pouvez poser les questions via le chat. On a répondu à un certain nombre d'interrogations. Je pense que ça doit être à peu près... Donc Il y les avait eu appuis la spécifiques. question, pardon, de Grégoire Charvet, là, qui posait la question, tu sais, des... est-ce qu'on privilégie de passer par Cap Emploi ou est-ce qu'on peut passer en direct en tant que référent handicap interne? Du coup, alors en fait, peut-être pour répondre à cette question-là, enfin, Stéphanie, tu pourras peut-être compléter, mais nous, ça nous arrive bien évidemment de travailler avec l'employeur public et le Cap Emploi qui peut être aussi sur la situation. Donc, après, si vous voulez, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, comment on peut, s'il y a besoin de faire corps et de pouvoir se coordonner avec les différents interlocuteurs autour de la situation, parce que parfois, on a face à des situations complexes, hein, qui peuvent nécessiter aussi, bah, finalement, au vu de la complexité, qu'il y a un certain nombre d'acteurs autour de la table. Ça permet de... Et pour autant, voilà, ça veut dire qu'il faut définir le qui fait quoi et comment on peut s'articuler aussi autour de la prise en charge. Après, pour nous, en tant que prestataire, ça ne change pas, on va dire, grand-chose, que ce soit l'employeur public qui prescrive directement ou le conseiller, ou le conseiller qui apprend pas. Hein. Puisque de toute façon, après, je vous dis, on ira sur le terrain, tout ça, on aura de toute façon contact avec vous. L'analyse s'étend-elle à l'adaptation des logiciels métiers pour le handicap visuel? Oui. Enfin, à ma connaissance, oui. Oui, alors après, s'il faut embarquer pardon, si tu as des solutions de compensation que tu dois intégrer dans les logiciels métiers, effectivement, l'objectif de la prestation, c'est de pouvoir identifier comment c'est faisable, comment c'est jouable, et pouvoir trouver effectivement les solutions matérielles, techniques, logicielles, voilà, qui peuvent répondre à ces logiques. Effectivement, de l'objectif, hein, c'est vraiment pour répondre à la question, c'est de prendre en compte tous les sujets qui pourraient être nécessités de l'adaptation, quelles sont les activités, quel est l'usage aussi de l'instrumentation, des équipements qu'on fait et qui pourraient susciter de la compensation du handicap, en fait. Et moi, pour ma gouverne personnelle, j'avais 2 petites questions. Enfin, je pense qu'il y a un aspect qu'on a non pas abordé rapidement, mais c'était sur la sensibilisation du collectif de travail. Je crois que c'est important que aussi bien sur le handicap auditif, visuel, enfin les 5 typologies, il y a aussi cette dimension d'informer, de sensibiliser auprès de l'ensemble du collectif sur les répercussions Alors même si c'est pas des sensibilisations collectives à 300 personnes, mais ça permet, je pense, que les personnes qui travaillent avec le bénéficiaire puissent mieux comprendre le contexte.
Donc, c'était pas une question, c'était... Oui, oui, non, mais oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, parfois même indispensable et ça fait vraiment même partie de la solution de compensation. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as une personne qui a des besoins spécifiques, y compris dans ses interactions, dans ses communications, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, et qu'on ne les évoque pas avec l'environnement de proximité de travail quotidien, effectivement, il va y avoir il y aura un souci. Donc, la sensibilisation, elle peut être, elle peut, et quand on intervient, c'est elle est un moyen, effectivement, d'intégrer aussi la compensation, de faire une solution de compensation en soi. C'est vraiment expliquer pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, justement. Expliquer pourquoi bah, telle personne travaille plutôt dans l'obscurité, etc. Et puis, bah, justement, pour être le plus transparent possible, pour que aussi tous fassent attention. Et là, une question poil à gratter, c'était à un moment donné, on parle du handicap psychique, mais à un moment donné, avec une équipe de trois quatre personnes, est-ce qu'on va aborder concrètement la maladie ou la pathologie ou si c'est un handicap moteur, est-ce qu'on va la nommer? Donc, voilà, c'est une question poil à gratter, mais j'aime... Non. Non, évidemment, comme on le disait, hein, je veux dire, on n'est pas là pour travailler. Enfin, quand on donne un nom de maladie, on dit rien des besoins de la personne en réalité. Donc, parce que finalement, derrière un trouble du spectre autistique, tu peux avoir autant de variations des niveaux de besoin de compensation. Et pareil pour une personne qui sortirait d'un cancer et qui reviendrait au travail. Enfin, voilà, je veux dire. Donc, la question de la maladie, elle n'apporte aucune information, si ce n'est qu'elle met en jeu la moulinette de la représentation des personnes et du fantasme des fantasmes qui peuvent y être associés. Donc l'objectif, c'est bien non pas de parler de la maladie, mais de bien d'entrer sur la question des besoins de compensation et des solutions qui sont mises en œuvre pour répondre à comment voilà, au retentissement, aux besoins spécifiques et aussi au fait que dans cet environnement-là, on a besoin de ça. Parce que peut-être demain, dans un autre environnement, on n'aurait pas les mêmes besoins et on n'aurait pas les mêmes solutions de compensation non plus. Hein, voilà. Il peut y avoir des stratégies socles parfois de compensation qu'on peut, j'ai envie de dire, euh, qu'on peut trimballer, ben voilà, qu'on peut colporter d'un environnement à un autre. Mais parfois, parce qu'il y a peut-être des choses voilà, phares, socles, indispensables, et qui font sens de manière continuelle pour la personne. Et puis parfois, il va y avoir des choses très, très, très spécifiques qui vont être liées à une activité, et qui font que de toute façon, on ne répondra pas de la même manière dans un environnement A, B, etc. Le handicap, par exemple, psychique, il évolue. La maladie chronique, elle est invalidante, elle évolue. Ton environnement de travail, il évolue. Donc, la compensation, elle peut être à réinterroger aussi de manière assez régulière. Elle n'est pas forcément figée. Il faut pouvoir aussi prendre ça en compte. Et pour terminer, je pense qu'il est important aussi de rappeler que, on l'a déjà dit, mais vous avez vraiment des professionnels le Cap Emploi, c'est un peu le médecin généraliste et puis les appuis spécifiques, les médecins spécialistes à l'Urapeda, donc c'est des personnes pour le handicap auditif avec des interfaces de communication, avec des professionnels, hein, des personnes qui connaissent ce sujet du handicap auditif, sur les TND au handicap psychique, des psychiatres, psychologues, sur handicap moteur, j'imagine des ergonomes. Ouais, ergonomes, des ergothérapeutes, voilà, enfin voilà, on est sur ces profils-là, effectivement. Des gens qui ont des compétences dans ce sujet d'ergonomie. Euh, Et effectivement, des maladies, voilà, du retentissement des maladies, des maladies motrices, voilà, générant du handicap moteur ou des maladies chroniques invalidantes aussi, parce que voilà, on peut, dans la prestation d'appui spécifique handicap moteur, on retrouve aussi le côté maladie chronique invalidante, hein, qui peut être, voilà, on sait aussi qu'il y a beaucoup de sujets autour de ça. Madame Pommier, donc effectivement, là, on a une question de Madame Poilvé du CHU de Rouen.
Donc il y a des passes auditives sur Rouen, enfin sur le 27 et le 76 maintenant. Il y a possibilité de... Oui, c'est ça. Pour l'instant, nous, on n'intervient que sur le 27 et le 76 au niveau de la Normandie. D'accord. Bien. Et je Donc nous, pense que sur l'autre, le reste de la Normandie, pour l'instant, je crois qu'il n'y a personne. C'est en cours. C'est en cours, hein. Très bien. Donc, on poursuit. voilà. Donc, pour les employeurs qui ont l'habitude de demander des aides sur le site du FIP, bien avoir en tête que les demandes d'appui spécifiques se font exclusivement sur la plateforme digitale de la GFIP, donc on vous a mis le lien ici. Donc, comment réaliser l'expression de la demande? Alors, tout d'abord, vous devez vérifier que l'offre de droit commun ne peut pas répondre aux besoins, hein, en totalité ou en partie, et que la complémentarité doit également être regardée avec les missions propres du prescripteur. En termes d'expression de demande, ce que vous devez réaliser, alors on vous le redit, c'est faire une analyse préalable de la situation pour identifier la problématique et le besoin en compensation, qui nécessiterait une expertise. Donc, je vous rappelle, vérifier les conditions d'éligibilité des personnes en situation de handicap et puis l'adéquation avec la finalité des appuis spécifiques. Donc, la typologie d'appui la plus appropriée sera déterminée en fonction du handicap rencontré par la personne. Donc, je me permets, Karen, donc, Oui. pourquoi déposer la demande sur le site de la GFIP et pas le FIP si on est une collectivité territoriale? Donc, il y a une, je crois qu'il y a une, c'est une négociation entre guillemets qui a eu lieu entre la GFIP et le FIP, et c'est la GFIP, pardon, qui gère les demandes d'appui spécifiques. Donc, les demandes d'appui spécifiques, c'est la gestion sur le lien que je vous ai mis juste avant, mais c'est uniquement, et je le rappelle, pour les employeurs publics qui ont une convention. Daniel, on a une question. Que signifie vérifier que l'offre de droit commun ne répond pas à son besoin? C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'aides ou d'offres proposées, typiquement même au catalogue du FIP, hein, et il faut quand même s'assurer au préalable, les aménagements raisonnables du poste de travail qui relèvent du droit commun et des obligations de l'employeur ne sont pas couverts, et deuxièmement que les aides spécifiques euh, du FIP, ne répondent pas aux besoins de la personne. Donc là, on est sur des situations, des cas individuels plus complexes avec des. Oui. Oui, Je vous oui, et puis laisse par témoigner. exemple, peut-être, enfin là, nous, par exemple, vous voyez, on est parfois, on est parfois mobilisé en deuxième intention, après l'intervention justement d'un préventeur, d'un ergo thérapeute interne ou d'ergonome, voilà, de conseiller en interne. Effectivement, parce que il y a dans les services de la fonction publique des ressources, hein, ce qui peuvent questionner justement euh, la mobilité, qui peuvent questionner, enfin indépendamment du handicap, enfin, voilà, mais qui peuvent questionner la mobilité, qui peuvent questionner l'ergonomie et les aménagements, les adaptations de poste, les services de santé au travail. C'est-à-dire que voilà, il ne faudrait pas aller, par exemple, vers une mobilisation des prestations sans avoir sécurisé un certain nombre de choses. Voilà, avec le médecin du travail, avec les ressources en l'état, un peu comme par exemple on peut le faire avec le service, avec le secteur privé aussi, hein, où on peut travailler en coordination, par exemple, avec des préventeurs, des services de santé au travail et les ressources aussi. Voilà, c'est la non-substitution, hein, des compétences qui prévaut. Merci.
Donc toujours sur cette approche de l'expression de la demande de niveau auprès de la personne concernée, du bénéficiaire. Donc c'est vrai que bon ben faut passer par un temps d'appropriation de la personne de ce qu'on va mettre en place. Donc faut s'assurer de sa bonne compréhension de son adhésion, expliquer, expliciter également qui va faire quoi, la distinction des différents rôles, et s'assurer bien sûr de son accord ou éventuellement de l'accord de son représentant légal, parent, tuteur, curateur éventuellement. Donc auprès de la personne, c'est vrai que ben, pour elle, c'est important qu'elle sache dans quelle démarche s'engager. Et puis auprès des autres intervenants, aussi bien le médecin du travail, aussi c'est dans un organisme de formation, le référent, s'assurer de la bonne information, de la bonne compréhension de ce que va être l'appui spécifique, du temps que ça va demander, l'implication des différents intervenants, et bon, s'assurer bien sûr que les prestataires peuvent accéder au lieu. Donc bon, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même important pour les personnes. Enfin, je pense notamment à des agents qui ont été en arrêt de travail depuis un certain temps. Donc, quand elles reprennent leur poste, bon, il y a toujours une démarche d'acceptation d'un certain nombre de choses. Donc, il faut bien travailler sur ce qu'on va faire avec elles et lui préciser tout ce qui va être mis en place. Hein. Donc, au niveau de l'expression de besoin pour le prescripteur, il doit choisir le type de besoin qui apparaît. Donc, pour cela, l'analyse de la situation, s'il s'agit la construction d'un projet professionnel, être capable d'analyser les capacités sur un métier précis ou une catégorie de métier, ou bien des préconisations, conseils et appuis pour des solutions de compensation dans un contexte professionnel spécifique aussi. Donc voilà les types de besoins. Donc, Oui, vas-y. il y a également exposé du besoin et du projet professionnel. Donc là, on vous parle de ça. Donc ça, je me répète, mais c'est pour les employeurs qui ont une convention avec le FIP, qui souhaitent déposer une demande sur la plateforme AGFIP. Pour les autres, je vous invite vraiment à vous rapprocher de du Cap emploi. Donc, il y a l'exposé du besoin et du projet professionnel. Donc, c'est exprimer très clairement les attentes par rapport au service, de quoi j'ai besoin, pourquoi je souhaite le mobiliser, exprimer les difficultés rencontrées au cours de l'accompagnement, quelles sont les questions que je me pose par rapport à la personne et son parcours. Donc, il y a également, dans le cadre de l'expression de la demande, une approche qui est plus facultative. Ce sont, Puisqu'il y a des impératifs peut-être à prendre en compte, et donc il faut apporter et mettre en exergue tous les points de vigilance qui seraient utiles aux prestataires. Bien évidemment, si la personne rencontre des contraintes avec une date d'entrée en formation, des présences en formation et non pas sur site, ou des choses qui s'apparenteraient à une urgence, et évidemment des situations d'emploi qui pourraient être conflictuelles. Voilà. En tout cas, le prestataire doit être informé de tous ces éléments pour pouvoir adapter aussi son analyse et réaliser des préconisations plus adaptées. donc, le prescripteur doit renseigner, donc là, c'est toujours les actions à réaliser dans la plateforme, renseigner tous les champs demandés, obligatoires, avoir l'accord de l'employeur ou de l'organisme de formation pour tout ce qui va concerner les actions relatives au maintien dans l'emploi ou dans la formation, indiquer le département, joindre les pièces justificatives demandées. Et donc, comme on vous l'a précisé, pour l'employeur public ou le centre de gestion sous convention avec le FIP, indiquer le numéro de la convention, donc un numéro de convention. S'il y a des difficultés, si vous rencontrez des difficultés par rapport à ça, je pense notamment, on a un certain nombre d'employeurs publics conventionnés ici. Karen et moi-même, on est à votre disposition
s'il y a un bug. Alors, quelques informations utiles pour vous. Donc, vous pouvez conserver votre dépôt en mode brouillon et la reprendre plus tard si effectivement votre demande n'est pas complètement aboutie ou qu'il vous manque certains justificatifs. Comme dans tout outil, les champs marqués par un astérix sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. À vous de les renseigner si vous le jugez utile. Donc évidemment, la liste des pièces justificatives à joindre, ça c'est incontournable et obligatoire pour pouvoir passer à une étape suivante. Et donc une fois que le dépôt est terminé, le prescripteur peut télécharger la synthèse de sa demande, donc en garder une trace et derrière pouvoir en faire le suivi. Donc là, on en a terminé avec ce qu'on appelle l'expression de la demande. Donc on rentre dans l'instruction, la qualification de la demande. Donc le prescripteur n'a plus à déterminer ni le module ni la durée du service, mais il doit prendre connaissance de la qualification de la demande proposée par le prestataire. Donc là, Sophie, je pense que c'est là où vous êtes plus non pas en égo, mais en relation avec la si c'est un employeur conventionné ou un cap emploi ou Tout à l'emploi fait, tout à accompagné. fait. Et comme je le disais, hein, les échanges autour du travail de qualification de la demande, donc quand vous avez inscrit votre demande vous l'avez formalisé en quelque sorte hein, auprès sur le digital, donc ces fameux outils ou par l'intermédiation du Cap Emploi. Donc, on reprend contact avec vous, avec la personne, on formalise une proposition finalement d'intervention que vous devez valider. Donc, cette validation, elle permet d'acter qu'on s'entend bien sur la nature du module et sur ce qu'on va faire ensemble. Et on pourra effectivement engager ensuite le module après que vous ayez validé cette demande. Alors, outre le fait qu'on s'entende à l'oral et qu'on les valide ensemble par nos échanges directs, il faut aussi, pour les employeurs publics qui sont conventionnés, la valider de manière informatique. Parce qu'en fait, si cette validation n'est pas faite de manière informatique sur ce fameux support digital, en fait, ça peut être pour nous un point bloquant pour dérouler après la prestation, assurer la traçabilité outils sur la saisie des heures, etc. Donc, c'est un peu de formalisme, hein, mais on est obligé de passer par là. Très bien. Puis pour terminer sur instruction, qualification de la demande, donc le prescripteur reste le référent de parcours de la personne. Euh, Oui, ça c'est important à dire, hein. L'employeur reste responsable du parcours de la personne. En tout cas, il ne délègue pas à l'expert l'accompagnement de son collaborateur. Donc, en tout cas, c'est pour ça que c'est important à un moment donné dans le parcours de bien déterminer les rôles de chacun et que les choses soient claires et les acteurs, qu'est-ce qu'on attend d'eux, que leurs actions soient bien déterminées. En tout cas, le conseiller référent de parcours est là pour fournir tout justificatif ou éclairage, garantir le bon déroulement de service en veillant au maintien des dispositions mises en œuvre pour permettre au prestataire de réaliser son action dans de bonnes conditions. On ne sait jamais, hein, la situation peut évoluer, une situation qui peut être au départ euh, se passe bien, deviennent à un moment donné en conflictuels. Enfin voilà, donc en tout cas, c'est important au fil de l'eau d'apporter tous les éléments aux prestataires. De mobiliser les aides et les services complémentaires et utiles à la bonne mise en œuvre de l'appui spécifique, de partager
les conclusions à chaque étape des restitutions intermédiaires qui sont réalisées avec la personne concernée. Et enfin, répondre au prestataire lors de sa prise de contact pour la réalisation du suivi des préconisations. Mesdames, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Sophie. Oui, oui, je veux bien. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir, vous disiez, les situations peuvent évoluer en cours de module, au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment cet aller-retour et ce contact permanent. Là, j'ai en tête, vous voyez, des situations où on a été amené à faire ces régulations parce qu'au départ, on avait commencé un module. Il y avait une vocation d'amener la personne plutôt à réfléchir sur sur son retour sur son poste de travail. Et au final, au vu des évolutions de la pathologie, de ses besoins et sur l'expression des, de sa situation et en lien avec son environnement de travail, finalement, on évolue et la prestation amène à évoluer peut-être sur d'autres évolutions en termes de mobilité qu'un retour stricto sensu sur son poste de travail. Donc tout ça, vous voyez, par exemple, c'est des choses que nous, qu'on partage bien évidemment avec l'ensemble des acteurs. Nous, on n'est pas là pour, comme on le disait par exemple tout à l'heure, travailler sur le projet professionnel avec la personne et ça ne fait pas partie du cadrage des prestations. Mais par contre, ce sont des éléments qui parfois peuvent amener peuvent impacter aussi le déroulé de la prestation. Donc, il faut, voilà, cet aller-retour, ce partage des infos, des régulations en cours, les partages des conclusions, bah, effectivement, parce que on a des étapes intermédiaires sur des prestations qui peuvent être longues, comme on l'a vu, sur des évaluations du conseil à appui à la mise en œuvre. On peut aller sur plusieurs mois d'accompagnement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être tous les jours en sollicitation, mais on peut avoir besoin de réguler, de faire des points d'étape, de formaliser un calendrier avec vous, structurant pour la prestation. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, de faire. Stéphanie, tu parlais d'un travail d'équipe. Je pense que c'est bien ça, effectivement, le sujet avec l'ensemble des parties prenantes sur la prestation. Très bien. Et puis pour conclure, il y a un dernier service proposé qui s'appelle InfoSas, Service Information, pour justement bah, améliorer, faciliter, repositionner vos demandes sur ces prestations d'appui spécifiques. Donc c'est un service qui prend contact avec le prescripteur dans les 4 jours pour éventuellement requalifier, reformuler. Donc là, vous avez l'adresse mail infosas.normandie@agfip.asso.fr si vous avez des questionnements ou des interrogations. Donc, c'est un premier niveau d'information, une aide au prescripteur pour vérifier le bien fondé d'un appui spécifique, un appui à la décision, éventuellement un conseil pour une réorientation. Donc, Voilà. donc, dans le support, on vous a aussi mis un petit tutoriel, enfin le lien sur un tutoriel pour créer votre espace personnel et déposer votre demande d'appui spécifique. Et puis, vous retrouverez aussi un petit clip, un petit module relatif aux appuis spécifiques et puis qui peut vous apporter un complément d'information sur ce sujet. Voilà pour la documentation à disposition. Alors, on a une question. Où pouvons-nous trouver les noms des prestataires conventionnés appui spécifique sur notre territoire? Donc, vous êtes obligé de passer par la plateforme. Malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça a été décidé. Hein, Sophie, il n'y a pas euh, Madame Pommier, vous n'avez pas de contact direct avec vos adresses mail, j'imagine. Non, 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 oui, c'est ça, voilà, c'est saisi directement par la plateforme euh, en direct ou par Cap Emploi, voilà, Hmm. qui peut saisir sur la plateforme. Et puis après on prend contact, voilà,
pour bien sûr des contacts directs. Mais vraiment, la porte d'entrée, c'est la plateforme Digital. Donc là, Madame Roudot, donc la plateforme AGFIP, enfin c'est le lien que vous avez, là c'est https www.agfip.fr, aide, handicap, dépôt, demande, c'est là, vous cliquez là, et on vous a mis donc dans le tutoriel que vous aurez, donc il y a deux petits clips, un clip de 3 minutes et un clip de 8 minutes, un clip de 3 minutes pour créer son espace, un clip de 8 minutes pour déposer l'appui spécifique. Mais là, je le répète, c'est si vous êtes conventionné avec le FIP. Après, je pense que pour des premières demandes, je ne sais pas ce que tu en penses, Karen, mais c'est vrai que le Cap Emploi connaît bien. Exactement. Faites-vous aider, profitez des ressources de Cap Emploi et en tout cas des interlocuteurs qui ont d'ores et déjà procédé à ce type de demande. En tout cas, c'est important de Oui, vous rapprocher de ces personnes ressources pour vous aider à constituer convenablement ce type oui, de puis demande. à valider aussi la pertinence de la mobilisation de la prestation d'appui spécifique, parce que je veux dire, le Cap emploi, il a aussi une offre de services qui peut permettre peut-être de couvrir et de répondre d'un certain niveau de besoin aussi, hein, par rapport à la situation de handicap en emploi. Donc, du coup, ça peut permettre aussi de niveler les interventions, comme on parlait tout à l'heure du qui fait quoi. Hein. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à mobiliser ce service, là aussi, qui est un service spécifique, mais qui relève aussi quand même qui a une mission de service public, qui relève aussi quand même des enjeux, finalement, du droit générique, hein, avec une spécificité handicap, pour le coup. Très bien, merci beaucoup. Toujours sur ce thème, est-ce qu'il y a je sais pas, des témoignages de mise en place d'appui spécifiques avec des agents, je sais pas, Madame Pommier, avec des personnes avec un handicap auditif où la mise en place de l'appui spécifique a vraiment bien décanté la situation, bien explicité la problématique et maintenant l'agent, enfin, je lance un peu à la cantonade si vous avez un ou deux témoignages de prestations qui ont été Alors, sur des exemples qui ont déjà été réalisés, donc ça peut être sur des professeurs des écoles qui ont eu une perte d'audition. Moi qui avais un problème auditif mais qui s'est aggravé. Et donc la gestion de la classe devenait compliquée pour cette personne. Donc on est intervenu, on a fait l'analyse des besoins, enfin, on a mis en place des essais de matériel, de nombreux contacts avec l'audioprothésiste, des fournisseurs, mise en place d'essais pour essayer de trouver en fait le matériel le plus adapté pour cette personne et qu'elle puisse gérer aussi tout cet environnement bruyant qui était très compliqué pour elle de gérer. Des exemples de... Excusez-moi, je crois que je vois une question en même temps. Il Oui, il faut y a une passer. question. exemple de ces essais. Des essais, ça peut être par exemple l'essai de micros qui permettent à la personne sourde en fait de réceptionner le son directement dans les appareils auditifs et qui permet aussi de gérer l'environnement bruyant, donc qui va diminuer l'environnement bruyant et qui va se focaliser en fait sur la voix de l'interlocuteur. Ça peut être l'installation de panneaux pour éviter tous les échos et atténuer le bruit. Ça peut être aussi, alors là c'est dans des classes, mais ça peut être, voilà, cette dame ne supportait plus le bruit des chaises. Donc, il a fallu mettre voilà, des choses au niveau des pieds de chaise pour atténuer le bruit. Voilà. Donc oui, une question, c'est enfin Oui. le dépôt de demande, c'est uniquement pour les employeurs, hein, la personne
le bénéficiaire ne peut pas faire de demande directement, hein. Non, bah, de toute façon, c'est comme tout, c'est un principe de nos aides, que ce soit FIP et AGFIP, c'est l'employeur ou les prescripteurs identifiés, mais en tout cas jamais la personne en situation de handicap elle-même, hein. Donc, à l'issue de l'appui spécifique, la prise en charge s'il y a un aménagement de poste. Mais là, le financement direct de l'aménagement de poste peut être pris en charge par le FIP, bien évidemment. Tout Sur à fait. d'autres exemples, je ne sais pas s'il y a Sophie Oui, bah écoutez, nous, alors on a pu travailler là, par exemple, sur les aspects moteurs avec des employeurs, sur les employeurs territoriaux, par exemple, on a pu intervenir auprès de catégories d'agents des services techniques, donc soit qui travaillaient effectivement dans des structures, euh, voilà, agents techniques, services techniques, hein, donc entretien des espaces verts. Voilà, des activités autour de ça, entretien des espaces verts, chetterie, gardiennage, etc., etc. On a pu travailler pour le centre, pour des centres hospitaliers aussi, avec des personnels soignants, hein, qui s'interrogeaient, effectivement, qui interrogeaient et pour lesquels les environnements de travail avaient nécessité de travailler sur la compensation. Et donc, du coup, notre objectif, là, ce que je vous dis, c'est que nous, on a pu travailler avec des personnes qui, pour certains, étaient d'ailleurs en arrêt. Donc, à travailler en reprise un peu précoce aussi du retour à l'emploi. Donc, ça permettait aussi à la personne de se remobiliser, voilà, avec un entretien et des échanges préalables sur les projections possibles. Du coup, de pouvoir aussi envisager avec l'employeur de préparer aussi la réintégration de la personne dans son activité professionnelle en prenant en compte les éléments qui avaient été scopés préalablement. Et donc, du coup, de pouvoir envisager ensuite des adaptations, voilà, des adaptations qui sont en phase, hein. Donc, après, si vous voulez, sur le handicap moteur, enfin, on peut aller, euh, on peut aller des adaptations, on va dire, du poste de travail avec mettre en place des fauteuils adaptés, des choses comme ça. Voilà, ou des outillages, des équipements compensatoires qui facilitent l'aide à la manutention, qui facilitent, voilà, qui soutiennent les activités ou qui vont être sollicitantes sur le plan moteur. Après, on peut aussi travailler, par exemple, avec les environnements de travail sur des adaptations aussi organisationnelles, les aménagements des espaces de travail, pas forcément du matériel euh, beau, ça peut être aussi comment on conçoit son environnement de travail, comment on le rend plus accessible, voilà, dans les dans les séquençages de tâches aussi, dans la fatigabilité. Vous voyez, il n'y a pas toujours un modèle recette, hein, hop, tiens, hop, il a telle maladie, tel retentissement, donc pouf, tu prescris ça. Il y a toujours, effectivement, il peut y avoir des réponses à différents niveaux. Après, des fois, c'est plus simple. Mais enfin, en général, quand même, quand on intervient sur les prestations à appui spécifiques, c'est qu'il y a un petit niveau de complexité et Hmm. voilà, de, voilà, d'enjeux et autour des besoins justement de compensation qui font que peut-être tu réponds pas qu'à un seul niveau. Et dans le cadre du télétravail également, il y a Oui, des... c'est tout à Ah, fait possible. On peut intervenir. Et d'ailleurs, je veux dire, post-Covid, le télétravail s'est mis en place voilà, dans beaucoup d'environnements professionnels. Et effectivement, dans ce cadre-là, bien sûr, on peut intervenir aussi dans la même logique d'évaluation de l'environnement de travail, voilà, de mise en place, hein. Et ça peut même être aujourd'hui des préconisations qu'on peut faire, justement. Tu parlais de fatigabilité, mais c'est vrai que c'est des données aussi importantes qu'on prend en compte. Et on peut effectivement préconiser une demi-journée ou une journée de télétravail pour permettre justement de se détacher de l'environnement. Et les modes de compensation, effectivement, elles sont propres à chaque personne. Donc, des fois, c'est simplement un petit planning pour permettre à la personne de visualiser sa journée, ou alors ça peut être une multitude
de, de modes de compensation sur tout l'ensemble du poste de travail. C'est vraiment individualisé. Mhm. Oui, puis important aussi d'avoir en tête qu'on peut intervenir auprès de toutes les catégories de personnes. Et quand je parle de catégorie, je l'entends au sens de la catégorie aussi fonction publique, catégorie A, B, C. Voilà, je parlais voilà, des agents techniques, mais on peut aussi intervenir auprès des personnels, voilà, des techniciens, du personnel d'encadrement qui voilà, peuvent aussi avoir des besoins de compensation du handicap en emploi, hein. Donc, et, voilà, c'est important. Toute typologie de handicap peut être couverte par les PASS, toute typologie aussi de métier, de catégorie de qualification. Et c'est vrai que nous également, par rapport au handicap auditif, on va intervenir sur des personnes avec une surdité profonde, mais aussi pour des personnes malentendantes qui ont autant de difficultés pour pouvoir exercer leur travail au quotidien, voire des fois plus qu'une personne sourde profonde ou quelquefois a juste besoin d'une traduction en langue des signes et ou d'une transcription et ça suffit. Pour des personnes malentendantes, ça peut être plus complexe. Très bien, je suis le maître du temps et donc il est midi. Donc, Karen, pour terminer, on a juste des petites infos à vous communiquer. J'espère qu'on aura. Oui, alors là, vous retrouvez le calendrier des différents événements qu'on organise avec Daniel, que ce soit des webinaires, des ateliers, des clubs de conventionnés. Donc, très prochainement, nous allons organiser deux clubs des conventionnés à Rouen le 25 mars et à Caen le 1er avril en présentiel. Donc ça, c'est nos prochaines échéances. Et puis le prochain webinaire, aura pour thématique le conseil médical et se déroulera le 24 avril. Et puis suivra un atelier en difforme à Caen le 29 avril. Donc le mois de mars, avril, fin avril et fin mars, pardon, et avril, on fera pas mal d'événements. Donc voilà, pour les employeurs publics qui sont là, et n'hésitez pas à vous inscrire notamment au webinaire sur le conseil médical. Et puis, je me permets, Karen, parce Oui, que comme on a Sophie qui est présente, on a fait une petite publicité Ah pour bah c'est le. gentil, c'est gentil. Donc il y a un forum qui est organisé sur le territoire de l'Eure. Donc du coup on est partie prenante aussi au niveau de notre association. Et donc c'est un forum dédié spécifique pour le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc sont invités tous les demandeurs d'emploi en situation de handicap du territoire, des personnes qui sont accompagnées par les différents partenaires, voilà, des organisateurs, donc Apemploi est le principal maître d'œuvre ici sur cette action. Et puis des employeurs aussi qui seront présents, bien évidemment, pour pouvoir promouvoir leurs offres, leur recherche de compétences. Voilà, donc c'est l'occasion de rencontrer si vous avez des besoins en recrutement, n'hésitez pas. Et puis, donc, le FIP sera présent. Merci à vous de vous rendre disponible pour pouvoir assurer un accueil bien sûr. sur cette matinée. Très bien. Ben, en tout cas, je serai des vôtres. Oui, oui, oui. Vous C'est pouvez compter parfait. sur moi. Donc, Karen, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup encore une fois pour votre participation. On a eu plus de 40 personnes de connectées donc à ce webinaire. On espère que les thématiques les prochaines rencontreront le même succès que celle-ci. Mais en tout cas, voilà, on espère vous avoir apporté la connaissance sur ce dispositif d'appui spécifique qui est quand même un dispositif très intéressant et très riche. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à toutes. Merci à nos organismes témoins qui ont pu partager des cas concrets. C'est quand même plus intéressant quand on peut éclairer les participants de vos témoignages. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour de prochains événements. Ça marche. Avec plaisir, en tout cas. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci Merci. Daniel. Au revoir.
et bon appétit. Bon appétit. À très Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.